Commencer ce nouveau webinaire d'Esri Belux sur la création et le partage de scènes 3D. Donc le but de ce webinaire sera de vous montrer comment vous pouvez, avec les logiciels ArcGIS, créer toute une scène urbaine en 3D et puis ensuite la partager sur le web. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Rester à pourquoi utiliser de la 3D. Vous êtes sûrement déjà des utilisateurs ou des utilisateurs expérimentés de logiciels GIS tels que ArcMap ou ArcGIS Pro. Et vous demandez, eh bien, vu que je fais tout en 2D et que ça marche très bien, pour des représentations 3D, et on va s'intéresser à en fait quels sont les avantages. Ensuite, comme dans le webinaire habituel, le cœur de cette session sera donc une démonstration où je vous montrerai comment on peut, via ArcGIS Pro, construire une scène sur le web. Ensuite encore, on s'intéressera à quelles données on peut utiliser pour ce faire, et aussi où est-ce qu'on peut trouver de l'information, où est-ce que vous pouvez vous-même trouver plus d'informations sur comment aller plus loin dans ce processus. Nous pouvons vous accompagner dans ce processus et comment nous pouvons vous aider. Alors tout d'abord, on va voir pourquoi est-ce qu'on utiliserait de la 3D. Donc il y a quatre facteurs qui nous intéresseront dans la 3D, et c'est d'avoir une représentation plus précise de notre monde. Notre monde réel, surtout le monde urbain, il est vraiment en 3D. On a des étages, des terrasses, mais aussi du sous-sol. Et donc, il ne suffit pas d'avoir plus précise, mais aussi apporter une nouvelle dimension est nécessaire pour avoir une représentation cartographique plus réelle et plus précise. Un autre avantage de la 3D, c'est la communication. C'est le fait de pouvoir communiquer avec un background technique. Et quand on dit technique, ça peut juste être le fait de savoir lire une carte, de savoir s'orienter, de savoir trouver le nord, de savoir passer de la 2D à une vision 3D dans notre tête, et aussi de pouvoir utiliser des choses. Donc le fait de pouvoir visualiser quelque chose comme si on y était peut vraiment aider dans la communication. Une troisième raison pour laquelle on voudrait utiliser du GIS en 3D, c'est le fait de pouvoir visualiser tous des éléments qui ne sont pas visibles, des conduites, des pipelines qui sont en sous-sol. Et enfin, on a aussi l'analyse. Il y a toute une série d'outils d'analyse qui deviennent possibles à partir du moment où on utilise de la 3D. Par exemple, pour quelque chose de plus, tirer une ligne de vue d'un endroit à l'autre pour voir qu'est-ce qui est visible ou non d'un endroit à l'autre. Alors, ensuite, je vais vous montrer un petit peu de théorie, on va dire, sur, la représentation 3D de bâtiments. Donc c'est juste une petite notion théorique qui reviendra après dans la démonstration, donc autant que je vous l'introduise maintenant. C'est la notion de LOD ou en anglais Level of Detail. C'est-à-dire que de bâtiments seront souvent classifiés en utilisant cette dénomination de LOD. Par LOD 0, on veut dire juste une empreinte au sol. Mais même ceci peut déjà être considéré comme une donnée 3D, peut être situé à une certaine hauteur. Un polygone peut avoir des valeurs Z, comme on dit, donc des valeurs d'altitude, en plus des valeurs X et Y en 2D, qui nous permettent de situer cette empreinte d'un bâtiment. LOD1, le petit Q ici indiqué, c'est quand on va juste s'intéresser à représenter vraiment visuellement la taille, la hauteur. Par exemple, utiliser la donnée de hauteur de corniche ou de hauteur maximale d'un bâtiment pour le représenter. Le LOD2, c'est lorsqu'on va s'intéresser à la forme du toit. C'est ce que le LOD2 est le niveau de détail qu'on retrouve le plus souvent dans des modèles et dans des données de différentes villes. Et quand vraiment on va raffiner un peu plus l'extérieur, qu'on va s'intéresser par exemple à délimiter les différents étages ou à délimiter aussi des éléments qui ressortent tels qu'une terrasse, une cheminée, des fenêtres. Le D4, c'est quand on va vouloir modéliser l'intérieur, ce qui se fait aussi dans certains modèles. Alors, qu'est-ce que on va faire dans la démonstration? Eh bien, on va partir d'une carte 2D qui représente de Bruxelles, donc le quartier européen et le parc du Cinquantenaire. Et à partir de cette carte 2D, on va réaliser une scène en 3D que vous voyez ici sur la droite dans ArcGIS Pro. Ensuite, on va vouloir partager tout ceci sur ArcGIS Online pour que n'importe qui puisse y accéder via le web. Donc, je vais pour ça ouvrir ArcGIS Pro, où j'ai ici une carte 2D qui comprend une série de couches. Donc, j'ai une couche de fond standard d'Esri. J'ai une couche de points qui représente des arbres. J'ai des empreintes de bâtiments au sol.
voilà, téléchargé sur le site Urbis, donc le site de la région bruxelloise. Et j'ai ici un modèle numérique de terrain, aussi un raster. Donc pour avoir différentes sources de données, pour vous montrer comment ça marche avec différentes sources de données. Alors dans ArcGIS, j'ai un bouton ici, dans l'onglet View ou Vue, Convert. Convertir me permettra de passer d'une carte 2D à une scène 3D. Donc, alors, il me propose ici plusieurs options. Ce qui m'intéresse le plus ici, c'est d'utiliser une scène locale. Alors, utiliser une scène globale se situe sur une Terre modélisée en tant qu'ellipsoïde, ce qui ne va nous intéresser que dans le cas où vraiment la courbure de la Terre a un impact, comme par exemple si on veut cartographier quelque chose à l'échelle continentale, à l'échelle de toute l'Europe par exemple. Dans notre cas, on veut utiliser des données projetées dans une scène locale. Et donc ici, ArcGIS Pro va me faire une scène 3D à partir de ma carte 2D. Voilà. Vous voyez, pas vraiment de différence dans la visualisation. Par contre, vous voyez ici, dans le catalogue, que j'avais ma carte de 2D Map et que j'ai maintenant 2D Map underscore 3D, cette scène-ci. Le petit symbole ici indique que c'est une scène locale. Alors, on est maintenant en 3D, c'est-à-dire que je peux, en utilisant le bouton central de ma souris, aller pencher pour voir en 3D. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui ressort beaucoup. Alors, l'élévation est pour le moment déterminée par un service d'Esri, le World Elevation 3D. Et donc, si je zoome quelque part, évidemment, Bruxelles est assez plate, mais si je zoome à certains endroits avec un peu plus de relief, je devrais pouvoir voir une différence. Alors, donc, si on compare la table des contenus entre une carte 2D, dans une carte 2D, on a une suite de différentes couches qu'on utilise. Dans une scène, par contre, on verra qu'ils sont subdivisés déjà de base en 3 groupes. On a d'abord des couches 3D, ensuite des couches 2D, et enfin des surfaces d'élévation. Alors, les couches 3D sont des couches qui sont interprétées lors de la transformation d'une carte en une scène comme pouvant être représentées en 3D. Donc ça comprend les polygones qui ont des coordonnées Z, ce qui est le cas ici, ont des coordonnées verticales, alors que dans le groupe de couches 2D, on aura des couches qui ne peuvent être représentées qu'en 2D. Par exemple, un raster. Donc un raster, de base, je peux aller dans ses propriétés, et j'ai propriétés d'élévation. J'ai ça pour tous les types de couches. J'ai aussi propriété d'élévation pour des données vectorielles. Et donc ici, je peux dire que cet élément, features, sont sur le sol. Et je n'ai pas d'autre choix. La seule manière que j'ai ici de représenter l'heure, c'est de le draper sur le sol. Donc, quand je dis draper, c'est il va s'adapter en fait à la topographie et être lui-même plus ou moins élevé. Il va être, oui, drapé, comme un drap qu'on laisserait tomber quelque part. Alors, pour ce qui est d'éléments vectoriels qui possèdent des coordonnées Z, je peux aller dans les propriétés, élévation nouveau, et là vous voyez que j'ai déjà plus d'options, et par exemple je peux choisir que mes éléments sont au sol, à une certaine hauteur par rapport au sol, ou à une certaine hauteur tout court par rapport au système de coordonnées dans lequel on se trouve. Ce qui est le cas si, par exemple, on a effectivement des données de géométrie. On peut aussi avoir des données qui sont dans un champ et qu'on va utiliser pour déterminer la hauteur de notre élément. Donc dans ce cas-ci, en fait, j'ai des données qui, je vous montre ici dans source, qui ont des coordonnées Z, voilà. Coordinates have Z values, yes. C'est dans source des propriétés. Mais en fait, on n'en a pas attribué, donc elles sont à 0. Et donc la couche de bâtiment, bien qu'étant cochée, se situe tout en dessous de ma scène et donc je ne la vois pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les propriétés d'élévation et je vais dire que je la veux sur le sol. Underground. Je fais OK. Vous voyez ici en bas à droite que ArcGIS dessine. Voilà. Et maintenant, ici, mes polygones se situent sur le sol. Alors, le rendu peut être un peu bizarre. On le verra encore mieux si je mets le modèle numérique de terrain. Voilà, vous voyez, ici, on en voit certains qui sont pleins et d'autres qui sont vides. Alors, pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils sont représentés de manière exactement horizontale, alors que le relief, lui, n'est pas exactement horizontal. Et donc, ils vont un peu couper, intersecter le relief par endroits.
Alors comment éviter ça? Eh bien, en drapant. De la même manière ici que le raster est drapé et donc n'intersecte pas le relief. Pour faire ça, je vais prendre ma couche 3D et la mettre, click and drag, je clique et je tire pour la mettre en 2D. Voilà. Maintenant, cette couche est interprétée comme une couche 2D par le logiciel, et donc de la même manière que le raster, il va simplement être drapé sur le relief, ce qui me permet une meilleure visualisation dans ce cas précis. Pour la navigation, pour le moment, je fais tout avec la souris. Je tiens à vous préciser qu'on peut augmenter ici la taille du petit outil de navigation pour avoir d'autres possibilités de navigation, parfois fort utiles. Alors, pour ce qui est des surfaces d'élévation, la troisième catégorie, maintenant qu'on a vu les 3D et les 2D, de base, on a une surface, le sol, avec un service donné par Esri, qui va donc chercher sur Internet l'élévation de différents endroits et nous l'afficher ici à l'écran. On peut soi-même aller rajouter une surface. Voilà, ajouter surface d'élévation. Alors maintenant, en plus du sol, j'ai une deuxième surface, qui pour le moment n'a pas de source vraiment. Je l'ai juste appelée surface 1. Ça va me permettre en fait de définir plusieurs niveaux et pour ensuite définir la hauteur de certains objets par rapport à ces niveaux. Je m'explique. Par exemple, ici, cette couche qui est encore en 3D, je peux la mettre à une hauteur absolue sur le sol, par rapport au sol, mais aussi custom, donc surface 1, ou à une certaine hauteur par rapport à ma surface custom. Voilà. Donc on peut définir plusieurs niveaux, par exemple un niveau qui correspond au relief, un niveau qui correspond à une certaine couche géologique, au niveau de la mer, à une altitude pour des avions, etc. Ce que je vais faire ici, c'est autre chose, c'est que je vais utiliser mon DTM qui me fournit des informations très précises sur le terrain. Donc c'est pour préciser l'altitude. Vous voyez par exemple ici que j'ai une petite dépression causée par l'entrée d'un tunnel et que pour le moment, bien qu'elle est représentée sur mon raster, je ne vois pas vraiment de creux, je ne vois pas vraiment d'affaissement de la surface parce que les données de précision d'altitude des ESRI ne sont peut-être pas assez précises que pour vraiment qu'on voit ce creux à l'écran. Donc, je vais aller rajouter cette surface dans mon sol pour préciser mon sol. Je vais ici utiliser ajouter une source d'élévation, ce qui me permet d'aller chercher un nouveau service ou simplement un MNT, un modèle numérique de terrain. Maintenant, il doit recalculer évidemment comment représenter en 3D le relief. Vous voyez maintenant que dans Ground, j'ai superposé le DTM et ceci. Et donc de la même manière que quand on superpose plusieurs couches, visuellement on voit surtout la couche d'au-dessus et plus celle d'en dessous, eh bien ici il va utiliser où c'est possible le DTM et là où ce n'est pas possible, on verra cette couche-ci. Donc par exemple, ici maintenant, si je tourne un peu, on voit maintenant un petit peu qu'il y a ici effectivement notre creux qui est maintenant représenté. On peut même voir la limite en fait entre les différentes sources d'élévation. Voilà. Donc où c'est possible, le DTM est utilisé. Et là où ce n'est pas possible, c'est l'altitude qui est streamée via un service qui est utilisé et qui est un petit peu différente vu que c'est à une résolution qui est moindre que les MNT très précis qu'on peut avoir de nos jours. Donc grâce à ceci, j'ai pu préciser ma source d'élévation. En fait, maintenant, je pourrais même carrément retirer ce DTM. Je n'en ai plus besoin. Maintenant, je l'utilise. Je n'en ai plus besoin pour le voir visuellement en tant que gradation de couleur, vu que je l'utilise vraiment pour une gradation d'altitude. Alors, si nous revenons à nos bâtiments qui sont maintenant drapés, je vais les mettre dans une couleur un peu plus visible à l'écran, voilà, en rouge. Voilà nos bâtiments. Comment est-ce que je peux les obtenir en 3D? Eh bien, la façon la plus simple, ce serait ce qu'on appelle l'extrusion, c'est-à-dire on va faire ressortir les bâtiments tous un petit peu pour créer un modèle de type LOD1, donc avec juste l'altitude. Donc, oui.
ici, je peux aller choisir un champ. Donc, si j'avais un champ, mais ce n'est pas le cas ici malheureusement, avec l'altitude, enfin la hauteur de chaque bâtiment, je pourrais utiliser ce champ pour déterminer la taille de chaque bâtiment. Mais ici, vu que je n'ai pas ce champ, je vais juste me contenter d'aller mettre une valeur de 15 mètres pour chaque bâtiment. Pardon. OK. Alors, je vais juste vérifier dans les propriétés d'élévation. Voilà, je dois bien les dire qu'ils sont sur le sol. J'attends un petit peu et je vais avoir, voilà. Vous voyez que chaque polygone 2D a maintenant été extrudé vers un polygone en 3D d'une hauteur de 15 mètres. C'est vraiment ce qu'on appelle un modèle LOD1, c'est-à-dire que tous les toits sont plats, mais on a quand même une indication de la hauteur. Alors, autre chose qu'on peut faire, c'est avoir une représentation symbologique, mais en 3D à partir de couches de points. Dans ce cas-ci, pour les arbres, donc on pourrait aller dans les symboles et aller choisir des symboles en 3D. Voilà, comme ici par exemple, mais il y en a encore beaucoup d'autres que vous pouvez utiliser. Il y a des symboles par exemple avec des poubelles, avec des voitures, etc. Alors pour ce qui est des arbres, on a quelque chose de supplémentaire, c'est qu'on peut aller dans Map et utiliser des presets. Et là on a deux presets, donc deux méthodes de symbologie un peu plus avancées qui ont été déterminées pour les arbres. Donc soit pour avoir des arbres thématiques, donc des arbres assez basiquement représentés, ou bien des arbres réalistes, ce qu'on va utiliser ici. Donc oui, effectivement, je reprends ma couche d'arbre. Voilà. Et donc, ce petit menu va me permettre de choisir certaines options pour représenter mes arbres de la manière la plus fidèle possible. Alors pour le type, il y a toute une série de types, toute une série d'espèces qui sont déjà identifiées par ArcGIS. Donc je pourrais choisir d'avoir par exemple que des chênes, oak en anglais. Ou bien je peux ici aller chercher un champ où j'ai le genus, je pourrais l'avoir en anglais ou en latin, de mes arbres, la hauteur, là aussi j'ai un champ avec la hauteur de mes arbres, et la largeur de la canopée de mes arbres. Et là aussi j'ai un champ avec ceci. Alors je vais maintenant cocher ma couche de représentation d'arbres. ArcGIS Pro dessine et il va me dessiner les arbres en fonction de leur largeur, de leur taille et de leur espèce, de leur genre par exemple. Voilà. Vous voyez que certains arbres sont plus grands, plus larges que d'autres, et ils n'ont pas tous la même espèce. Voilà. Alors, donc ce que je voulais vous montrer jusqu'à présent, c'était surtout comment on pouvait passer de données 2D à des éléments 3D. Vous voyez, dans ce cas-ci, on a utilisé quoi? On a utilisé une couche 2D de polygones et une couche de points 2D et enfin une couche de MNT qui est encore une fois 2D. Mais aussi, on peut utiliser des données qui sont spécifiquement faites pour la 3D dans ArcGIS Pro. On n'est pas toujours obligé de passer de format 2D à des formats 3D. On a aussi des formats faits pour. Donc ici, par exemple, j'ai dans ma geodatabase une couche que j'appelle Buildings, et vous voyez ici que c'est une sorte de petit cube qui m'indique que c'est une couche 3D. Quand je vais dans les propriétés, il est indiqué que c'est une feature class, donc ce qui serait la même chose pour ma couche de polygone ou mes arbres, mais ici il est indiqué type de géométrie multipatch, et c'est un type de géométrie qui est spécifiquement fait pour la 3D. Donc je vais ajouter cette couche à ma scène, voilà, je vais retirer ceci dont je n'ai plus besoin, et j'ajoute mes nouveaux bâtiments. Ce sont des bâtiments en LOD2 qui ont été téléchargés du site Urbis, le site de la région bruxelloise. On les a retravaillés, on en a fait des multipatchs et on a ajouté aussi à ces bâtiments qui n'ont pas de couleur quelques autres bâtiments qui sont texturés. Vous allez voir ça dès que c'est dessiné. Voilà. Donc on parle ici d'un modèle LOD2 parce qu'on a, vous le voyez, non seulement la hauteur de la corniche, mais aussi la forme du toit qui est représentée. Donc ça c'est le modèle que vous pouvez vous-même aller télécharger. Et évidemment ça reste un GIS, donc on peut vraiment aller sélectionner les différents éléments, aller faire des buffers, des opérations dessus, etc. Faire des joins avec des attributs, etc. etc.
On y a juste, nous, converti, on a ajouté quelques bâtiments texturés pour la représentation visuelle. D'autres formats 3D peuvent aussi être utilisés dans ArcGIS. Je pense notamment au format Revit, qui est un format d'Autodesk pour l'affichage de bâtiments en 3D et qui peut, depuis peu, être lu directement depuis ArcGIS. Donc pas besoin de faire de conversion, pas besoin de le mettre dans une géodatabase. Vous pouvez directement lire votre Revit dans ArcGIS Pro. Ceux qui étaient présents à Noise Ready à Cour-Saint-Étienne ont pu en avoir la démonstration. Alors, je voudrais aussi préciser qu'on peut éditer des éléments en 3D. On peut aller soi-même coller des textures, par exemple, sur des façades, si on a les photos correspondantes. On peut aussi tirer sur des vertex, donc sur des sommets ou sur des surfaces, avec des outils d'édition qui sont les mêmes que ceux en 2D ou des outils spécifiques. Voilà, donc vous pouvez vous-même aller reconstruire toute une ville, élément par élément, si l'envie vous en prend. Alors, donc voilà pour la scène. Donc ici, on a notre scène qui est faite. On a donc mis une référence d'élévation qui est plus précise que celle simple d'Esri. On a une couche de fond d'Esri. On a notre couche d'arbre qui est maintenant représentée en tant qu'arbre réaliste. Et on a nos bâtiments en 3D. Une fois qu'on a ça, on veut vouloir le partager sur le web pour que d'autres personnes qui n'ont pas accès à ArcGIS Pro puissent aussi avoir accès à notre scène. Comment faire? Eh bien, le partage se fait le plus souvent avec l'outil partage. Effectivement, on a un outil pour partager une scène web. Maintenant, je peux vous dire d'expérience que quand il faut partager des couches qui font de gros volumes, quand il faut partager des scènes qui contiennent beaucoup de données, il vaut mieux partager couche par couche que de partager toute la scène en entier avec ce bouton automatique. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va aller dans Analyse pour avoir les outils, les boîtes d'outils. Et là, on va chercher un outil qui s'appelle Create Scene Layer Package, ici. Et ce que cet outil va faire, c'est de créer un package, un pactage d'une couche layer de scène au format .slpk. Donc je mets ma couche dans l'input. Je dis où est-ce que je sauve l'input sur mon PC et le système de coordonnées. Alors si vous partagez sur ArcGIS Online, je vous conseillerais d'utiliser le WGS 1984 Web Mercator, qui est le système de coordonnées utilisé de base par Esri pour ArcGIS Online. Donc c'est ce qui le fait d'utiliser ce système de coordonnées vous permet de s'aligner facilement avec, par exemple, le service d'élévation d'Esri ou les services de fond de carte Esri. Alors il y a moyen, bien sûr, de travailler avec d'autres systèmes de coordonnées, mais c'est plus compliqué. Donc dans ce cas-ci, voilà, on part de ce système-ci. Alors, une fois qu'on a créé notre fichier, je ne vais pas le faire ici parce que ça prendrait un certain temps de faire tout le processing de cette énorme couche, on aura donc un petit fichier .slpk sur notre PC. Qu'est-ce qu'on fait avec ce fichier? On va le partager avec là aussi un outil qui s'appelle Share Layer Package. Share Package, voilà, pour partager donc un pactage. Donc on met le package d'input, on va mettre une petite description pour qu'il soit référencé sur ArcGIS Online et puisse être retrouvé. Et puis on dit les options de partage, avec qui est-ce qu'on partage notre couche, et puis on l'envoie en cliquant Run. Une fois que ceci est fait, on retrouvera dans notre contenu sur ArcGIS Online notre Scene Layer Package qui aura été uploadé. On doit maintenant le déployer, en fait, ouvrir le package si vous voulez, et le publier, ce qui en fera une Scene Layer, une couche de scène, comme ici. Enfin, on pourra assembler cette Scene Layer et d'autres éventuellement pour créer la scène elle-même, qui sera alors disponible sous forme de web scène. Le résultat, c'est quelque chose comme ceci. Donc on retrouve ici la même couche de bâtiment, avec les bâtiments texturés, les arbres, et ici une photo aérienne aussi. Je peux naviguer dans cette scène, vous voyez que je suis sur le web, je peux aller me déplacer dedans comme je me déplaçais dans ArcGIS Pro. Je peux ici aussi aller interroger des éléments par exemple. Alors, je peux aussi partager cette scène, c'est-à-dire que si je clique ici, j'ai un petit lien pratique que je peux aller copier, coller pour partager par exemple à un collègue ou à quelqu'un du grand public. Pour autant que ma scène, par exemple, est mise en public, eh ben, la personne pourra y accéder et voir
Voilà, la scène se chargeait devant ses yeux. Donc voilà pour cette démonstration. Je vous ai montré comment on pouvait donc créer une scène à partir d'une carte 2D et comment on pouvait ensuite partager des couches volumineuses sur le web sur Harris Online. Alors on peut se poser la question, quelles données peut-on utiliser? Alors si vous avez des empreintes de bâtiments, donc comme ici avec Urbi, GRB ou encore avec le PIC, et que vous avez des valeurs Z, donc des valeurs de, en fait, on devrait plutôt dire de taille des bâtiments, vous pouvez alors créer un modèle de type LOD1 où vous aurez donc des bâtiments plus ou moins élevés selon leur taille. J'ai un nuage de points lidar, tel que disponible par exemple sur le site du Géoportail de la région wallonne. Vous pouvez, avec certaines méthodes de processing, pouvoir extraire les formes des toits et les formes des habitations, et ainsi avoir un modèle de type LOD2. Enfin, une autre plus de détails sur les toitures ou pour avoir des textures, c'est dans le cas de Bruxelles, vous pouvez aller télécharger des données sur leur site Urbis, ici représenté à droite. Ou sinon, dans le cas de la Wallonie, la Flandre, du Luxembourg, vous pouvez être spécialisés qui vous fourniront des données 3D issues par exemple de photogrammétrie ou de vol lidar, digitalisées, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh ben, je voudrais vous parler un petit peu de la scène de la ville de Namur, qui, elle, a été faite par une collecte de données par photogrammétrie par Eurosense. En fait, c'est une scène qui utilise les technologies Esri. Donc, toutes les technologies qu'on a vues, ça a été créé avec ArcGIS Pro, ArcGIS Online, etc., etc. Juste un peu d'interface pour que la visualisation se fasse de manière plus agréable. Et on peut, par exemple, vous voyez, avoir des bâtiments qui sont texturés, qui sont disponibles en 3D, navigables par tout un chacun sur le web, et sans que ce soit quelque chose comme Google Maps, où on a seulement une visualisation. Ici, on reste vraiment dans un système d'information géographique, où on peut accéder à des attributs, on peut avoir des pop-up, on peut aussi aller mettre des couches en plus ou en moins, comme par exemple, dans ce cas-ci, le potentiel solaire que certains toits ont. Donc ce potentiel solaire a été calculé et est ensuite représenté comme une couche. Voilà. Et donc n'importe qui peut aller voir quelle est la production potentielle de son toit en fonction de son orientation, de la taille de son toit, etc. Cette scène permet aussi d'aller représenter des projets futurs pour la ville. Donc par exemple, ici tout au bout, un projet qui va peut-être bientôt voir le jour à Namur est ici représenté, voilà, superposé au reste de la ville. Donc on peut superposer des données issues d'Autodesk ou d'autres logiciels d'architecture à des données qui ont été obtenues, par exemple, comme dans ce cas-ci, par photogrammétrie, afin d'avoir donc une visualisation qui combine la capture de données réelles et la planification. Alors, toujours dans le chapitre un peu de voir qu'elle avait à votre disposition, vous pouvez aller voir vous-même sur le site d'Esri Inc., donc en anglais, vous pourrez trouver une série de tutoriels, une série même aussi de vidéos qui vous expliquent quelques petites étapes pour commencer à travailler avec des données LIDAR, avec des données 2D et comment on peut après aboutir à des données 3D. Alors, un exemple de ce qu'il est possible de faire, c'est ici, Tongeren, donc la ville de Tongres en Flandre, où on peut accéder à des données de type LOD1, donc de type juste altitude. Chaque bâtiment possède sa propre altitude et donc on peut ainsi avoir pour toute la ville une couche représentant la ville et ses différences de taille de bâtiment. Si maintenant on va combiner ceci avec des données LIDAR, donc pour ceux qui ne connaissent pas bien, les données LIDAR, ce sont des données de nuages de points, voilà, comme ceci. Donc, et ces données de nuages de points peuvent nous permettre d'interpoler un peu où se situent les toits et quelle est la forme des toits, et ainsi d'aller dessiner, d'aller retrouver de manière automatique ou non la forme des toits et de la représenter.
Donc ça c'était pour le lidar dans ArcGIS Pro, lignage de points. Et on peut ainsi aussi créer des résultats, voilà, avec des toits qui sont représentés. Voilà, ici aussi visible sous la forme d'une application web. Donc, je vous ai parlé de ressources en ligne auxquelles vous pouvez accéder. Maintenant, nous avons aussi des trainings, donc des cours. Il faut savoir que dans chacun de nos trainings sur ArcGIS Pro, on a une petite partie où on parle de l'utilisation de données 3D, du passage de 2D à la 3D, de la création de scènes. Nous organisons aussi nous demander de les suivre en nous contactant. Et enfin, nous pouvons aussi vous livrer des projets complets tels que nous l'avons fait pour Namur. Donc, nous pouvons nous charger de la collecte de données, de la mise en forme des données, des jointures, etc. Et jusqu'à la création, vous n'avez plus qu'à insérer dans votre site web. Donc, si vous êtes intéressé par tout ça, une seule adresse, info@edrebelux.com et notre numéro de téléphone qui est situé ici en dessous. Alors, ma question. Donc, je vous ai bombardé avec quand même pas mal d'informations, du LOD au partage sur des scènes web, le lidar, etc. Donc, n'hésitez pas, posez des questions via le chat et nous y répondrons. Avec Pax Zambelli, bonne journée à tous, bonne journée à vous aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat de GoToMeeting pour poser toutes questions que vous auriez, aussi bien sur ce que j'ai expliqué ou sur d'autres sujets qui vous viennent à l'esprit. Euh, et dans la mesure du possible, nous y répondrons. Alors, pour ce qui vient de logiciels spécifiques, dans faut voir exactement quel est le format de données, mais je sais que c'est possible effectivement d'apporter des données venant de SketchUp. De nos jours, il y a une multitude de formats. Tous les formats ne sont pas compatibles avec tous les formats. Il faut souvent passer par des conversions euh, et juste voir quel format peut être lu par quoi. Euh, dans le cas d'Esri, série de données et de formats, et il y en a de plus en plus qui sont en train de se rajouter, tels que le Revit récemment. Le SketchUp nécessite une petite manipulation, mais au final, on sait quand même l'amener on sait quand même utiliser des données. Guerre, si vous voulez, on peut vous recontacter à ce sujet par après. En tout cas, notez votre question et vous contacter pour voir qu'est-ce que vous voulez en fait, de quoi vous partez et où vous voulez arriver. Vu que comme je vous l'ai dit, il y a quand même différents formats. Qu'est-ce qu'on veut, de quoi on part, on veut arriver, voilà. Quels sont les formats. Alors bonjour, nous n'organisons pas vraiment de formation en ligne à part pour ces webinars. Donc nous organisons régulièrement des webinars sur certains sujets, mais nous n'organisons pas des formations d'un jour entier, par exemple, en ligne. Ce que vous pouvez voir comment on peut organiser une formation en direct, en vrai. Voilà. Mais je retiens l'idée, on va en parler.
D'ailleurs, en parlant de nos webinaires, le prochain sera le 21 décembre et parlera de l'utilisation euh, d'applications mobiles pour la collecte et le traitement de données. Donc on verra comment on peut aller sur le terrain, collecter des points, des lignes, etc. Je vous invite aussi, tant qu'on y est, à aller sur notre site esribelux.com dans la section support et puis training où vous pourrez voir toutes les infos sur nos cours standards organisés régulièrement et aussi comment demander plus d'informations pour des cours plus. Eh bien, puisque je ne vois plus de nouvelles questions, nous allons donc clôturer ici ce webinaire. Si par après vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les envoyer sur info@esribelux.com et nous y répondrons. Voilà.